Bien, merci John. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je passe tout de suite la parole à Florence Robine, qui est déléguée générale, directrice générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, et qui nous fait le grand honneur de présider ce colloque. Merci beaucoup. Monsieur le vice-administrateur du Collège de France, monsieur le représentant directeur de l'Académie de Paris, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les directeurs, directrices des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, mesdames et messieurs les responsables académiques de la formation des enseignants, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les médecins conseillers techniques, je suis ravie que vous soyez présents, mesdames et messieurs les formateurs, les conseillers pédagogiques, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs. Voilà, c'est toujours un moment un petit peu solennel de commencer comme ça, mais je crois que c'est important quand même de saluer tout le monde dans ses fonctions, et la diversité des titres et des fonctions que je viens de mentionner montre à l'évidence la très grande richesse et l'intérêt que vous avez bien voulu manifester à ce séminaire de la DGESCO. Donc c'est vraiment un vif plaisir pour moi que d'ouvrir cette deuxième session du séminaire qui est consacrée aux sciences cognitives et à l'éducation. Je tiens vraiment à vous remercier, monsieur l'administrateur du Collège de France, de nous accueillir dans ce lieu. C'est un très très bel endroit, un bel auditorium. C'est pour nous une marque de l'importance que vous attribuez et que nous-mêmes considérons à accorder aux apports des neurosciences dans la réflexion sur la politique éducative. Et je voudrais évidemment remercier très très chaleureusement M. Stanislas Dehaene, avec qui nous avons l'habitude de travailler, pour sa collaboration précieuse, constante dans l'organisation de cette première journée. Je sais que dans son emploi du temps extrêmement dense, voilà, c'est une marque d'intérêt auquel nous sommes très très sensibles. Alors, j'ai vraiment tenu à vous parler personnellement aujourd'hui parce que je suis absolument convaincue du fait que cette réflexion commune que nous allons avoir ensemble aujourd'hui sur les sciences cognitives à l'école est un enjeu absolument premier dans l'évolution des pratiques. Nous avons une nécessité absolue d'actualiser les apports des praticiens de terrain, très concrètement dans les classes, en s'appuyant sur les avancées de la recherche, quel que soit d'ailleurs le domaine. Et de ce point de vue-là, les sciences cognitives ont une place tout à fait particulière, puisqu'elles ont cette spécificité de s'attacher directement à la compréhension des mécanismes de l'apprentissage. Et elles constituent, à ce titre, je crois, un élément absolument indispensable sur lequel l'ensemble des professeurs, l'ensemble des personnels, des métiers de l'éducation, des formateurs, peuvent s'appuyer pour penser leur action très concrète. Dois-je vous rappeler le contexte qui est désormais établi par de nombreuses études nationales et internationales. D'ailleurs, l'ADEPE reviendra demain sur ces constats, sur l'ensemble du système éducatif français. C'est un système éducatif de qualité, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, mais qui présente à l'évidence la caractéristique d'avoir une incapacité, je dirais, durable, malgré tous les efforts que nous menons, pour remédier à la difficulté scolaire d'une partie non négligeable, voire importante, des élèves. Et de ce point de vue-là, il nous semble que la connaissance des mécanismes de l'apprentissage par l'ensemble des acteurs de la communauté éducative est absolument une nécessité importante. Pour moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le fait que toute cette réflexion-là doit nous apporter, il me semble, des possibilités d'œuvrer à la réduction du poids des déterminismes sociaux dont on sait combien ils sont extrêmement importants dans notre système éducatif français, et bien plus qu'ailleurs. Donc je dois dire que je suis absolument ravie de voir qu'un atelier sera consacré d'ailleurs particulièrement à cette question. Alors évidemment, ce séminaire s'inscrit dans une longue lignée de réflexion, puisqu'il y a déjà nombreux collègues qui se sont impliqués depuis longtemps, et je crois qu'il serait vraiment dommageable d'ignorer les avancées qui ont déjà été réalisées depuis longtemps.
la réflexion sur l'école active, sur toutes les pédagogies qui permettent de placer l'élève au centre des apprentissages, avec la prise en compte de notions essentielles comme l'activité, le rôle de la motivation, la dynamique de projet, le respect de l'enfant, le respect de l'élève. Tout ce qui concerne la coopération, toutes ces réflexions-là ne sont évidemment pas nouvelles. Dois-je rappeler des grands noms comme Freinet, Montessori, Piaget? Enfin, ça serait inutile, mais en tout cas, depuis déjà longtemps, nous avons été conduits à repenser les pratiques. Simplement, je crois qu'on ne peut pas rester à ces apports qui sont inscrits dans la culture commune, qui sont travaillés et qui doivent dorénavant trouver une nouvelle étape concrète, avec une traduction concrète dans les pédagogies qui sont mises en œuvre en classe. Je crois que c'est ça qui, à l'heure actuelle, nous semble important. La recherche continue à progresser, elle foisonne, elle s'appuie sur des découvertes qui sont moins connues du grand public, mais qui sont fondamentales. Et à ce titre-là, je crois que le développement des sciences cognitives, de l'imagerie cérébrale, de plein d'autres domaines, sont en train de bouleverser nos connaissances sur l'intelligence, sur les apprentissages, sur l'imaginaire, sur le développement de la sociabilité. Il est donc absolument important de les intégrer à la formation de tous ceux qui se destinent au métier de l'éducation. La connaissance du fonctionnement psychique et cognitif, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui concerne la formation, mais c'est devenu un outil absolument essentiel qui permet à l'enseignant de réfléchir et de créer de meilleures conditions d'apprentissage des élèves et aussi d'adapter son enseignement. Je pense à des apports sur lesquels les sciences cognitives ont beaucoup travaillé et qui nous ont quand même permis, je crois, de faire évoluer notre compréhension de la construction des apprentissages et qui se traduisent par des fortes évolutions dans la politique éducative. Est-ce que ça va jusqu'à l'adaptation des pratiques éducatives et des pratiques pédagogiques dans la classe? C'est un point sur lequel nous reviendrons. Par exemple, tout le travail que nous sommes en train de mener déjà depuis de nombreux moment sur le statut de l'erreur qui a été souligné et ressouligné sur la position un peu particulière des élèves français de ce point de vue-là. Je crois que tout ce travail d'essai-erreur, de la compréhension des mécanismes qui sous-tendent l'activité de l'élève dans ce domaine doivent nous inciter justement à utiliser les résultats de la recherche pour travailler, par exemple, sur une nouvelle conception de l'évaluation des élèves qui s'en trouve, je crois, totalement renouvelé et sur lequel nous nous appuyons en particulier pour mener la conférence nationale sur l'évaluation des élèves qui devrait déboucher sur un certain nombre de préconisations et de recommandations dans le cadre de nouvelles politiques éducatives, en particulier de nouveaux contenus de programme, du nouveau socle commun, et donc évidemment d'une réorganisation des conditions de l'évaluation des élèves qui vont, vous le savez, qui sont chez nous extrêmement prégnantes, en particulier sur les parcours éducatifs des élèves. Alors, je voudrais revenir très rapidement sur le séminaire lui-même. Stanislas Dehaene, tout à l'heure, on représentera l'économie générale. Comme je l'ai dit, ce séminaire fait suite à une première rencontre qui a déjà été l'occasion d'un panorama clair et étayé des recherches qui sont développées dans le domaine des sciences cognitives et qui a permis, je crois, d'installer ces questions au cœur de la réflexion pédagogique. L'ambition de ces 2 nouvelles journées de travail en commun et cette fois-ci de permettre un approfondissement en matière de connaissances universitaires, mais au-delà, de répondre à l'urgence qui est la nôtre, comme je le disais, pour la réussite des élèves, d'une réflexion sur des modalités de diffusion large, dans le cadre de la formation initiale et dans le cadre de la formation continue des enseignants, qui est, je pense, notre fer de lance pour insuffler rapidement une évolution des pratiques au sein des classes, au sein des établissements, au sein des écoles. Ce qui est en jeu, en effet, ici, ce n'est pas seulement de savoir comment les sciences cognitives et les sciences, de façon plus générale, nourrissent la réflexion pédagogique, mais aussi de savoir comment, concrètement, elles pourront irriguer le système éducatif en entier, jusque dans la salle de classe.
D'ailleurs, c'est bien le sous-titre ou le titre de ce séminaire qui fait directement le lien entre sciences cognitives et école via la formation des enseignants. Donc ce programme extrêmement riche, il a été conçu conjointement pour répondre à ce double enjeu, en proposant un retour sur 4 thématiques majeures, assez emblématiques de nos grandes questions sur lesquelles nous nous penchons à l'heure actuelle. La lecture, son apprentissage, l'enseignement de la compréhension en lecture, très important, cette partie-là. Si l'ADEPE reviendra certainement sur ce point très spécifique, mais si vous avez regardé les dernières publications de l'ADEPE, en particulier sur l'évaluation dans ce domaine de la lecture entre les enfants de CP et les enfants entrant en CE2, vous avez vu combien nous marquons le pas sur cette question de la compréhension en lecture, et je crois que là, il y a matière à un travail extrêmement concret, pragmatique, qui permette des avancées dans le cadre de la formation des enseignants. Deuxième thématique, la difficulté scolaire. Troisième thématique, la question des apprentissages scolaires en lien avec la plasticité cérébrale. Et puis, finalement, quelque chose qui englobe tout le reste, qui est les pistes pour la formation des enseignants. Et en particulier, la deuxième journée sera consacrée au travail conjoint entre les acteurs des ESP, des écoles supérieures de professorat d'éducation, les formateurs, de façon à établir les modalités d'une intégration effective des résultats de la recherche dans la formation initiale et dans la formation continue. Ainsi, et ça c'est une pierre particulièrement dans le jardin de la DGESCO, la réflexion sur les outils à produire, quel accompagnement, quelles ressources pour faciliter cette transposition dont nous avons absolument besoin. En effet, pourquoi finalement s'intéresser plus spécifiquement à cette question de la formation ? Il nous apparaît, je crois à tous, que le meilleur moyen d'assurer l'articulation entre les concepts et les outils qui sont développés dans les laboratoires, les apports des sciences cognitives en particulier, et les pratiques de classe, se fait bien à travers les questions de formation des enseignants. D'ailleurs, il n'y a pas une audition, une rencontre avec les partenaires de l'école ou les acteurs de l'école qui ne finissent pas, en général, sur n'importe quel sujet, par une demande fort aiguë de formation. Oui, la formation constitue le levier majeur de l'évolution des pratiques et de l'intégration des résultats de la recherche. Simplement, je crois qu'il faut que nous dépassions, peut-être, le mode qui reste quand même prédominant à l'heure actuelle, c'est-à-dire le mode d'une offre possible qui est ouverte à quelques professeurs qui sont convaincus, volontaires et qui ont envie d'y aller. Nous avons besoin de faire de cette formation un instrument premier de la construction de la professionnalité des enseignants. Et là, c'est aussi un point extrêmement important. Et d'autre part, l'autre élément essentiel, c'est que je suis absolument convaincue qu'il est temps de développer des modalités de formation qui s'appuient sur un va-et-vient construit, productif, équilibré, respectueux des professionnalités des uns et des autres, entre les scientifiques et les enseignants. Je crois qu'il nous faut construire ce dialogue permanent, il nous faut l'entretenir, et il nous faut, à l'évidence, trouver les modalités qui permettent à chacun, véritablement, d'en voir un instrument de son développement personnel, de son développement professionnel. C'est vraiment une question que nous portons au ministère, et en particulier à la DGESCO. Et il nous semble de ce fait que la refondation de la formation avec la mise en place des écoles supérieures du professorat et d'éducation constitue une opportunité absolument essentielle et majeure. Le travail qui a été fait lors de la construction des écoles supérieures, en particulier le travail sur la révision des maquettes, le travail sur les dossiers d'accréditation, et je pense en particulier en ce qui concerne la révision des maquettes à quelque chose qui est novateur et donc difficile à mettre en œuvre, qui est le tronc commun, est une occasion d'installer différents modules transversaux, extrêmement importants, qui peuvent servir à l'enseignant de la maternelle comme à l'enseignant de la dernière classe du lycée, voire de l'enseignement supérieur. Si on se met à rêver à une formation pédagogique dans l'enseignement supérieur, je referme cette
parenthèse incongrue, et effectivement de travailler sur différents aspects comme la psychologie de l'enfant, les apports des neurosciences, toutes les théories finalement du développement intellectuel. Ce n'est pas la partie qui est la plus facile à installer à l'heure actuelle dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, très clairement. Mais c'est une partie sur laquelle nous sommes extrêmement attentifs et nous collaborons de manière très fructueuse, en particulier avec les directeurs et directrices des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Nous venons de lancer un certain nombre d'enquêtes pour voir ce qu'il se passe très concrètement sur ce tronc commun. Nous venons également de lancer un appel à projet fort fructueux que nous avons développé conjointement entre la DGESCO et la DGCIP à l'intention des écoles, spécifiquement à l'intention des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, pour construire des modules de formation à l'intérieur du tronc commun sur un vaste domaine qui va du numérique aux enjeux sociétaux, en passant justement par tout ce qui concerne le développement intellectuel, donc des sujets extrêmement variés, mais qui sont pour nous véritablement des ferments d'une autre façon de concevoir, de construire cette partie de formation, et en particulier le creuset d'un vrai travail collaboratif entre la recherche, la formation et le ministère de l'Éducation nationale. De toute façon, si nous regardons, par exemple, le référentiel de compétences que nous avons publié en juillet 2013 et qui, il me semble, doit servir de fondement également à la formation initiale qui est délivrée par les ESPÉ, nous voyons une mention explicite du fait que la pédagogie, donc la formation qui en découle, doit s'appuyer sur un certain nombre de principes. En particulier, doit s'appuyer sur un certain nombre de preuves tirées de l'avancement de la recherche et des sciences, que le pilotage des apprentissages, je le lis, implique la connaissance des mécanismes d'acquisition des compétences dans leur diversité, dans leur complexité. Voilà tous les éléments sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir pour un renouvellement en profondeur des modalités de formation en lien, comme je l'ai dit, avec la recherche. Alors, outre ce rôle déterminant des écoles supérieures du professorat et de l'éducation dans la formation initiale, ces dernières ont vocation à s'impliquer dans la formation continue. Alors, c'est une étape qui est encore en devenir, pour laquelle les ESPÉ se sont impliqués de façon diverse jusqu'à présent. Il faut dire qu'elles ont quand même beaucoup à faire. Mais c'est une étape qui nous semble absolument essentielle. Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation apparaissent comme le lieu privilégié, voire naturel, de rencontre entre les praticiens et les chercheurs. Certaines d'entre elles, par exemple, ont déjà mis en place des groupes de recherche-action fort intéressants qui fonctionnent avec efficacité et succès lorsque les enseignants s'emparent avec enthousiasme des expérimentations conduites de façon conjointe, comme je l'ai dit, et respectueuse entre eux-mêmes et les chercheurs, qui leur permettent de combiner à la fois la science, les apports de la science et leur approche quotidienne de l'élève, qui permettent de faire avancer notablement le travail de la recherche, tout en faisant avancer également les questions de formation des enseignants. Et je crois que ces formations actives, ces formations conjointes, ces formations travaillées de manière équilibrée avec la recherche sont absolument essentielles. Voilà pourquoi je pense que ces grands rendez-vous nationaux comme aujourd'hui ont toute leur place, parce qu'ils permettent de faciliter les échanges. Ils contribuent à la production même de supports qui permettent, je l'espère, de faciliter la transposition de la recherche très concrètement dans les modules de formation. C'est aussi pour nous l'occasion, et je souhaite vraiment que la DGESCO soit motrice sur ce point, de développer les synergies entre les acteurs de la formation au niveau national et les acteurs au niveau local. C'est un moment privilégié de rencontre pour que les formateurs, qu'ils exercent en ESPÉ, qu'ils exercent dans les académies, dans les départements, ou qu'ils aient des responsabilités au niveau national, puissent se rencontrer, travailler ensemble, échanger et nous fournir des pistes concrètes d'action pour les semaines et les mois qui viennent.
Notre ambition, elle est évidemment de vous accompagner, en particulier dans la réalisation de ressources variées, de ressources qui soient adaptées à un public hétérogène et de ressources qui soient susceptibles d'être portées, adaptées, aménagées, enrichies par le réseau de formateurs que vous êtes, avec des parcours fort différents, avec des publics fort différents. Nous sommes conscients évidemment que c'est une tâche difficile qui requiert peut-être une réflexion encore plus approfondie qu'elle n'est à l'heure actuelle sur les objectifs qui sont poursuivis. Pour nous, les étapes de cette construction sont assez claires. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles à réaliser. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ces temps collectifs de réflexion. En premier lieu, un repérage des leviers sur lesquels nous pouvons agir conjointement pour une meilleure réussite des élèves. Rien que l'énoncé de cette première phrase montre l'étendue du travail à faire, mais évidemment essentiel. Et ce repérage-là, ce travail-là, nous pouvons le mener ensemble, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. C'est bien d'une co-construction que je parle. Une identification des besoins en formation. Je crois que les besoins en formation, la construction des plans, du plan national de formation, la construction des plans académiques et des plans départementaux, de ce point de vue-là, mériterait quelquefois d'être un petit peu renversée et de partir peut-être davantage des besoins en formation exprimés à partir des diagnostics locaux que peut-être d'une vision qui est plus traditionnelle, on va dire. Une réflexion également sur la diversité des ressources produites et sur leur pertinence, avec, je crois, un très fort intérêt sur la diversité, en particulier sur quelle utilisation des ressources numériques, quel rôle à la formation en présentiel, mais à la formation en distanciel, à la formation hybride, le rôle aussi de ce que nous développons de façon importante, et j'aimerais que nous puissions à un moment discuter là-dessus, en particulier sur les parcours en ligne magistère. Je crois que chaque type de formation a son intérêt, a sa place, qu'on ne peut pas les prendre les uns pour les autres et qu'il est important que nous puissions réfléchir ensemble à l'intérêt que représente chaque type de formation, pour quel public, pour quel levier. Et puis évidemment, et c'est peut-être pour nous l'urgence, la constitution de véritables réseaux de formateurs. Nous avons besoin, je crois, non seulement d'améliorer, de renforcer nos réseaux de formateurs, mais également d'en assurer la pérennité. C'est un des points délicats à l'heure actuelle, pour l'avoir très bien vécu dans des académies peut-être plus difficiles que d'autres. Cette question de la pérennité du réseau de formateurs est absolument essentielle. Et pour cela, il me semble que nous avons besoin d'intégration régulière et permanente de nouvelles personnes ressources, d'où cette formation de haut niveau, au niveau national, absolument essentielle. Voilà, c'est une entreprise ambitieuse que nous traçons ensemble, qui est au cœur de ce séminaire. Ça me donne l'occasion vraiment de saluer tout le travail qui est produit en amont sur le terrain par les formateurs SP et par les formateurs de terrain pour animer les ateliers auxquels vous aurez l'occasion de participer. Je crois que ce séminaire traduit vraiment la volonté qui est la nôtre de faire évoluer les modalités de formation en co-construction avec la recherche, en co-construction avec les acteurs de terrain, pour véritablement donner l'envie à chacun, à chacune, de former et d'être formé, quelle que soit la place que l'on occupe dans notre belle maison. Nous l'avons dit, à tous les niveaux hiérarchiques, je crois, de notre ministère, enseigner est un métier qui s'apprend. Et apprendre, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui est intellectuellement extrêmement stimulant, et j'espère que vous aurez l'occasion de le vivre aujourd'hui, d'autant plus stimulant que lorsque nous avons l'occasion, comme vous allez le faire, d'intégrer les avancées de la recherche. Donc je voudrais conclure en remerciant tous ceux qui ont évidemment contribué à bâtir ce colloque,
qui a une très grande ambition, avec une très haute tenue scientifique et intellectuelle. Et j'espère qu'il débouchera sur de nombreuses pistes de travail très concrètes qui nous permettront à la fois de mieux accompagner les formateurs de terrain et de produire au niveau national comme au niveau académique des ressources, des outils qui permettent véritablement de changer les pratiques en classe, de les faire évoluer, de faire en sorte que tout le monde se sente propriétaire et responsable de cette grande ambition que nous avons de l'école, de faire réussir tous les élèves et de mieux travailler sur ce qui est une de nos plus grandes difficultés, réduire les inégalités sociales qui, à l'heure actuelle, grèvent notre pays et nous font plonger dans une morosité que dont je souhaite que vous soyez le meilleur antidote. Merci à tous et à toutes et je vous souhaite d'excellents travaux.